Bonsoir à toutes et à tous. Je suis en direct d'Angers pour ce débrief l'Estéclair Sport sur le match Angers-Estac. Alors vous voyez, comme vous le voyez, je suis tout seul ce soir à Angers. Du coup, on va en profiter pour faire un débrief un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on va je vais répondre à vos questions ce soir, plutôt que vraiment débriefer en détail le match, parce qu'il y a pas mal de questions forcément, et sur la situation du club et sur l'avenir du club. Et puis on avait aussi eu des remarques sur les précédents débriefs sur le fait qu'on ne s'appuyait peut-être pas assez sur les commentaires des gens qui nous regardent. Donc voilà. Aujourd'hui, on est complètement ouvert à vos questions et à vos commentaires et surtout à y répondre. Donc on va commencer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps. J'ai une première question d'Alexis qui demandait combien de points l'Estac avait perdu après avoir mené au score. Ce qui me permet donc de raconter forcément le match et le scénario du match ce soir. Donc l'Estac qui menait 1-0 à la mi-temps à Angers suite à un magnifique but d'ailleurs de Mohamed Diop en première mi-temps, qui venait aussi récompenser une bonne entame de l'Estac, vraiment appliquée, disciplinée et vraiment qui livrait une vraie belle prestation jusque-là. Donc j'ai pas vraiment le détail pour te répondre Alexis, le vrai détail du nombre de points. J'ai pas eu le temps de faire le compte sur le nombre de points perdus après que l'Estac ait mené au score, puisque effectivement l'Estac a perdu 2-1 en étant renversé en 10 minutes en fait par le SCO Angers en deuxième mi-temps à partir de l'heure de jeu. Angers qui a marqué la 60e puis 68e minute, et donc l'Estac qui n'a jamais pu revenir et qui a donc perdu ce match 2-1. Voilà, donc une nouvelle désillusion pour les Troyens ici à Raymond Kopa. Je regarde une deuxième question qu'on m'a posée. On va parler de l'avenir et de la direction, etc. Mais déjà, on va rester sur le sportif et après, on ira plutôt sur le terrain de l'extra sportif et du club de manière générale. Donc une question de Stéphane, est-ce que l'Estac va se maintenir ? Alors évidemment ce soir c'est encore des espoirs qui s'amenuisent, les espoirs du maintien s'amenuisent pour l'Estac qui est aujourd'hui à 4 points du premier non relégable Annecy que l'Estac recevra lors de l'ultime journée, et je peux vous dire que tout le club signerait bien dès demain, dès aujourd'hui, si ce match-là contre Annecy à l'ultime journée pouvait être décisif, c'est-à-dire que l'Estac soit encore en course pour le maintien à ce moment-là de la saison, ce qui n'est pas du tout gagné, hein. Comme je l'ai dit, il y a maintenant 4 points d'écart, et en plus l'Estac est aujourd'hui même plus proche de la 19e position occupée par Quevilly, à 2 points derrière l'Estac, que de la 16e place donc qui est non relégable, et donc de Annecy. Donc on voit que l'Estac là est vraiment tiré vers le bas, donc là les espoirs de maintien s'amenuisent et c'est un nouveau coup derrière la tête reçu par les Troyens. Je me tourne un petit peu pour voir les questions. Voilà, on peut me parler d'Annecy. Ok. Voilà, je regarde en même temps vos questions. Je m'excuse pour avoir la tête penchée. Peux-tu tourner ton tel s'il te plaît? Alors on me demande de tourner mon téléphone. On m'a dit de me mettre en paysage, donc je vais rester comme ça où je tourne. Vous me dites si je me tourne ou pas. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça, Rico? Écoutez, je vais rester comme ça pour le bien-être de tout le monde. Donc une autre question sur le sportif. On me parle Alors, en fait, j'ai plus trop de questions sur le sportif, à part on me demande quel effectif il y aura l'année prochaine si l'Estac descend. Alors je pense qu'il y aura plus grand monde de présent de l'effectif actuel. J'en profite pour renvoyer vers un article qui devrait apparaître lundi sur le DFCO, donc sur le club de Dijon, qui a eu la même situation que l'Estac, c'est-à-dire qui est descendu là la saison dernière de Ligue 2 en national, et qui elle a fait en 3 ans est descendu de la Ligue 1 à la N1. L'Estac ça sera en 2 ans, ça sera encore plus rapide. Et aujourd'hui à Dijon, il n'y a plus que des jeunes issus du centre de formation, plus quelques joueurs recrutés cet été pour des joueurs rompus au niveau N1 qui connaissaient le N1. Donc voilà, un mix de jeunes et de joueurs de N1. Alors on n'en est pas encore là pour l'Estac, mais forcément on va commencer à y penser aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément un exode énorme en cas de relégation.
Je regarde encore les questions. On va venir surtout sur la question qui m'est le plus posée. On parle de la direction. Alors, est-ce que là, la direction était-elle présente? C'est une question de Valérie. J'ai vu qu'il y avait aussi une autre personne qui m'avait posé cette question. Alors, ça fait suite aussi, j'imagine, à un article qu'on a écrit cette semaine sur l'absence de Matthijs Menders, le DG de l'Estac, qui était absent du dernier match au Stade de l'Aube contre le Paris FC samedi. C'était pas la première fois qu'il était absent, c'est ce qu'on avait souligné. Pour ce qui est de ce soir à Angers, je ne l'ai pas vu. Moi personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai pas confirmation qu'il était absent, donc je veux pas le certifier à 100%. Mais moi, je l'ai pas vu. J'ai en revanche vu d'autres membres de la direction, la directrice générale adjointe du club, Sarah Paluel, le directeur de la communication aussi, qui était là. Voilà, les membres de la direction étaient là. Mais j'ai pas vu moi personnellement Matthijs Menders dans les travées de Raymond Kopa, qui, j'en profite d'ailleurs, est vraiment une belle enceinte là de foot pour ceux qui aiment le foot. Voilà, ça donne envie de voir une telle ambiance à Troyes. Voilà, à Angers, on voit que ça tourne bien, les gens sont contents. Une autre question sur la direction, on me demande à quand une prise de parole de la direction. Alors ça, c'est une question de Hervé qui me demande est-ce que les dirigeants parleront un jour ou pas sur la situation actuelle. La réponse à ce jour est non. Puisque nous on a fait une demande, l'Estéclair a fait une demande auprès du club pour pouvoir parler à un dirigeant, soit du club, la structure locale, la structure un peu troyenne du club, soit un dirigeant plus haut du City Group. On n'a pas de retour favorable. J'en profite pour dire également que le journal L'Équipe, nos confrères de L'Équipe qui ont sorti un sujet ce samedi sur la situation de l'Estac, eux aussi ont demandé un entretien avec la direction du City Group. Et eux aussi ont essuyé un refus. Donc c'est vrai que c'est très dommageable de ne pas avoir aujourd'hui personne vers qui se tourner pour demander des comptes, ou ne serait-ce que pour avoir un discours rassurant, même si ou un discours au moins sur l'avenir, pour rassurer les gens, pour rassurer peut-être même aussi les salariés. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de discours prévu de la part des dirigeants. C'est un peu la mode anglo-saxonne, c'est-à-dire qu'à Manchester, voilà, c'est la mode là-bas, c'est qu'il n'y a pas les dirigeants, ils parlent une fois dans l'année, c'est terminé. Je parlais des salariés, c'est une question qu'on m'a posée aussi, une question de Nico, qui me demande quelles seraient les conséquences d'une relégation pour les salariés et pour le centre de formation. Alors c'est deux choses différentes. Pour les salariés, évidemment, ça signifiera très très certainement des licenciements, puisque pour rappel, l'Estac n'avait pas licencié de personnes entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ou en tout cas n'avait pas réduit la voilure sur le nombre d'administratifs, que ce soit dans les cellules communication, les cellules marketing, etc. Il y avait vraiment un train de vie Ligue 1 qui était resté pour la Ligue 2, avec encore une fois l'objectif de dire on descend en Ligue 2, mais l'idée c'est pas de tout démembrer, et c'est surtout de remonter à court terme en Ligue 1. Donc voilà, on garde une équipe en place. Forcément, la situation serait différente en national, et je peux vous dire que les salariés aujourd'hui se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Une petite info au passage, il y avait une délégation de l'Estac qui était à Manchester cette semaine. Je ne sais pas pour être honnête quelle était la composition de la délégation, ni quel était l'ordre du jour de ces réunions qui ont eu lieu cette semaine à Manchester. Je ne pense pas que ça soit en réaction à la situation de crise de résultats à 3, mais plutôt des réunions qui sont calées de manière régulière à Manchester. Et voilà, j'imagine que ce sont des points qui ont forcément dû être abordés lors de ce voyage donc de quelques représentants du club à Manchester, donc au siège donc du City Group. Pour le centre de formation, encore une fois, je m'en réfère à ce qu'on m'a dit à Dijon, qui est pour moi un cas un peu similaire, même si évidemment le City Group a bien d'autres moyens que les propriétaires de Dijon, mais le centre de formation tourne de la même façon à Dijon. On parle aussi du statut pro du club qui n'est pas remis en cause. Le statut pro pourra être conservé. Après, il y a aussi un projet de Ligue 3, c'est-à-dire d'avoir une Ligue 3 professionnelle, puisqu'aujourd'hui en national sur 18 clubs, 9 sont professionnels. Donc l'idée est de protéger aussi ces clubs-là en ne leur menaçant pas leur statut pro. Donc le statut pro, si je me trompe pas, c'est 2 ans. Ça peut même être reconduit s'il y a un accord de la LFP, puisque
Pour information, quand on passe en national, on passe sous la coupe de la Fédé. Donc il faut que la LFP accepte que le club ait un statut pro. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faudra bien sûr un peu plus fouiller dans les prochaines semaines si vraiment il y a relégation. Mais pour le centre de formation, dans un premier temps, je pense pas, hormis en termes d'image et peut-être aussi de moyens qui seront mis, mais je pense pas qu'il y ait voilà, une disparition du centre si c'est la question de toi. De toi Nico, idem pour le centre d'entraînement puisque c'est forcément relié aussi au centre de formation, le centre d'entraînement dans les cartons, donc je rappelle 40 millions d'euros prévus pour être mis sur la table par le City Group pour construire un centre d'entraînement. Là encore, j'ai pas d'écho comme que ça serait remis en cause, c'est-à-dire que City Group envisage bien de construire ce centre d'entraînement même s'il y a relégation donc voilà, ça c'est quand même des signaux qui montreraient que le City Group resterait malgré tout en cas de descente, puisque c'est aussi la question qui revient souvent, quid du City Group si jamais ça va en N1. Voilà, a priori pour l'instant il n'y a pas d'envie de partir, même en termes d'image, de lâcher comme ça un club après 2 descentes, ça serait catastrophique. Donc voilà, je me penche encore une fois. On me dit que c'était mieux en mode portrait. Alors je m'excuse. Je pense que c'est pour l'après, c'est quand on mettra les vidéos qui seront publiées sur le Facebook pour regarder en replay. Je pense qu'il faut qu'on les regarde en paysage. Donc voilà, je m'en réfère à ce qu'on m'a demandé. Voilà. J'écoute ce qu'on me dit. Alors, j'ai une question de Pierre-Emmanuel. Le choix de Illich pour remplacer Dong, le coach en a parlé en conf. Alors ça me permet de parler justement des blessés. Il y a plusieurs choses sur les blessés. La première, c'est déjà en ligne depuis la mi-temps du match. Il y a les explications de l'absence de Rafiki Saïd, qui n'était pas sur la feuille de match alors qu'il avait été convoqué dans un groupe de 19 par David Guillon. Est-ce que c'était une sanction? Est-ce que c'était autre chose? Non, c'était bien un choix de prévention par rapport à des douleurs à la cheville de Rafiki. Mais encore une fois, pour en savoir plus, je vous invite à aller lire ça sur le site de l'Est Éclair. En ce qui concerne Dong, alors sa cheville a bien tourné, on a bien vu sur les ralentis sur cette action-là près de la ligne de but d'Angers que sa cheville avait tourné. Lui-même a demandé à sortir. Kylian Dong, donc il est sorti. Illich l'a remplacé, effectivement. Illich rentre et 20 secondes plus tard il y a but, but d'Angers, donc égalisation, et en plus Illich est impliqué puisqu'en fait c'est lui au départ qui bloque pas forcément le coup franc, en fait la première passe d'Angers qui ensuite débouche sur le but, donc il est impliqué et effectivement on a senti un peu de flottement à ce moment-là dans la défense troyenne qui en plus de ça, parce qu'après Illich il y avait d'autres joueurs qui auraient pu l'éviter, on a vu des largesses au niveau des positionnements des défenseurs troyens, loin des uns des autres déjà, et en plus loin du buteur Esteban Le Paul qui était rentré à la mi-temps pour Angers. Voilà mon cher Pierre-Emmanuel, 2 changements de poste pour Diop et Ripard, juste pour une entrée. Alors effectivement quand Illich est rentré il est allé à droite et donc Ripard a décalé à gauche, donc 2 faux pieds, moi ça m'a pas choqué, je préfère voir Illich effectivement à droite pour rentrer sur son pied gauche. On sait que c'est pas un joueur de débordement, Ripard encore moins, moi je l'aime pas du tout à droite Renaud Ripard, et d'ailleurs pour parler de ça c'est lui qui a la pire note de l'Est Éclair demain. Voilà, moi ça m'a pas choqué effectivement ce petit réajustement. Concernant Diop, effectivement, Diop qui a démarré relayeur, donc numéro 8, et qui a ensuite décalé sur le côté droit. Alors si j'ai bien suivi David Guillon, parce que je l'ai un petit peu regardé, je crois même que c'est une proposition de Philippe Bizos en adjoint, qui est venu le voir à un moment donné. Je crois que c'est, si j'ai bien compris, si j'ai bien interprété en tout cas leur geste, effectivement de replacer Diop sur un côté, ce qui permettait surtout en fait, donc qui était rentré, peut-être à Dong, c'était Dong du coup qui avait dû décaler à gauche, et peut-être Ripard qui était en dessous Elisson. Enfin, honnêtement, j'ai plus trop en tête, mais j'ai effectivement bien vu que Diop avait été sur le côté droit. Bon voilà, il y a Olétan qui est rentré, qui a fait du Olétan, c'est-à-dire porter un peu le ballon, mais ça débouche sur pas grand-chose. Voilà. Je regarde encore les petites questions. N'hésitez pas à en poser, on a encore un petit peu de temps, on a encore un petit peu de temps. Hop, j'affiche un peu plus la question. Alors, ah oui, on parle donc d'Esteban Le Paul. Comment un joueur de cette taille en gros peut prendre le dessus sur Tarat qui est effectivement plus grand. Alors moi plus que ça, ce qui m'a frappé en fait c'est que voilà, c'est moi je mets souvent le doigt là-dessus sur ces petites choses là, mais Esteban Le Paul, pour ceux qui ont suivi la saison de l'Estac, c'est lui qui a fait beaucoup de mal à Troyes en Coupe de France quand il était encore à Épinal au mois de novembre, quand Épinal avait éliminé l'Estac sur son terrain. Épinal, l'équipe de nationale,
Et Esteban Le Pol qui cet hiver a signé en Ligue 2, donc à Angers, qui est monté de N1 en Ligue 2. Et là j'ai bien peur qu'il ait marqué le but qui envoie l'Estac dans le sens inverse, c'est-à-dire de Ligue 2 en N1. Voilà, pour ceux qui ont bien suivi l'Estac, le petit Le Pol il avait fait mal à 3 et il était très bon d'ailleurs ce jour-là. Je me penche encore pour regarder les questions. Hop, j'ai un peu près fait le tour. Je regarde si du coup j'en ai sur ma petite feuille. Donc l'effectif on en a parlé, la direction on en a parlé, on a parlé donc de la présence de la direction ou non, le centre de formation. J'ai une question de Stéphane Drujon qui me demande est-ce que la relégation a-t-elle été programmée ou non par le City Group. Je pense que non, personnellement. Je pense que là-bas personne ne l'a vu venir. Je peux même dire qu'aujourd'hui au club on parle même d'accident industriel si ça descend. Preuve que voilà, en gros c'est pas possible quoi. Pour eux ils disent que vu tout ce qui est, vu tous les millions d'euros investis, pour eux ça serait vraiment un gros accident industriel. Donc on sent que tout le monde, en fait, personne ne veut y croire vraiment au club, j'ai l'impression, personne ne veut y croire, même si la réalité est là, elle est implacable. L'Estac est aujourd'hui 17e et il n'y a pas grand chose à dire, elle est à sa place au vu de ce qu'elle a montré depuis des mois maintenant. Mais personne au club, j'ai l'impression, ne veut y croire, espère toujours un rebond. Et honnêtement, pour ceux qui ont vu le match, quand l'Estac mène à 0 et il livre encore une fois plutôt une bonne heure de jeu, vraiment une vraie belle prestation pendant 1 heure. Moi-même le premier au stade, je me suis dit ça peut encore peut-être repartir, pourquoi pas faire la série au bon moment. L'Estac reçoit Pau mardi, je commençais même à m'imaginer peut-être que voir l'Estac sortir de la zone rouge là, à ce moment-là. Je sais que c'est un sentiment partagé à ce moment-là par des gens du club aussi qui imaginaient ce scénario favorable et encore une fois on a été déçus, tout le monde a été déçu encore une fois et une fois de plus, une fois de trop, voilà. Ça c'était pour la partie donc sur est-ce que ça a été programmé. Donc je pense que donc ça n'a pas été vraiment programmé et il va falloir peut-être s'y atteler. Je regarde encore une fois, je me penche une dernière fois. Bon, je m'excuse, je suis pas encore très agile avec les commentaires, mais je crois qu'on a fait un peu le tour de la question. J'en finis juste du coup par dire un petit peu ce qu'on verra dans le journal demain. Donc je l'ai dit, donc le point sur les blessés, la réaction de David Guillon aussi, ce qui me permet de parler de l'arbitrage ce soir. Il a pesté. Je pense à raison David Guillon sur l'arbitrage. Il y a eu 2 situations notamment relevées par l'entraîneur troyen et notamment ce but de Simon Elisor en première mi-temps qui aurait permis à 3 de mener 2-0. Alors honnêtement en direct et au vu des ralentis sur Amazon sur le diffuseur c'était dur à voir s'il était ou pas hors jeu Simon Elisor. En tout cas là l'assistant n'avait pas hésité à tout de suite lever le drapeau. Donc voilà, on s'est dit bon c'est tout, il a dû voir ce qu'on a nous pas vu. Et David Guillon a précisé lui en conférence de presse là ce soir qu'il avait revu les images et que non, il n'y avait pas hors jeu. Donc que l'Estac aurait dû mener 2-0, ce qui évidemment aurait changé la donne de manière importante. Donc voyez cette décision là et puis voilà, il a pas non plus apprécié le comportement du défenseur ou du gardien, je crois, angevin, qui a poussé Kylian Ndong qui était blessé en dehors du terrain pour, en gros, voilà, il l'a poussé pour vite relancer le jeu, sachant que l'Estac menait encore à ce moment-là. Donc voilà, c'est dans ces situations-là, de toute façon, l'arbitrage va jamais être pour l'Estac. On sait très bien que dans ces cas-là, les équipes qui jouent la montée vont avoir les faits de jeu en leur faveur, et que les équipes qui jouent leur relégation, à l'inverse, vont payer des décisions. Donc voilà, c'est le lot malheureusement des équipes de bas de tableau, et l'Estac connaît une belle aujourd'hui équipe de bas de tableau. Je m'arrête là, donc les déclarations de David Guillon, les notes aussi. Donc on a par contre mis un 7 si je me trompe pas. Donc il y a malgré tout, comme je l'ai dit, des bonnes prestations. Donc on a quand même relevé ces points positifs là de manière individuelle. Et donc le point sur les blessés, je l'ai dit. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Je m'excuse si j'ai fait mal au cou à Rico qui va peut-être devoir tourner son téléphone. Au pire, Rico, tu regardes en replay, tu mets juste le son et ça fait un peu comme un podcast. Donc il n'y a pas de souci, protège ton cou. Et puis voilà, on se retrouve pour d'autres débriefs. Déjà dès mardi soir, donc après le match Estac-Pau qui a lieu à 20h45. Donc débrief un petit peu plus tard que d'habitude, forcément pour laisser les collègues finir les articles. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt. Salut!